Ces derniers temps, une once d'or ne vous coûtera pas le même prix selon le côté de l'Atlantique où vous vous trouvez. Et à partir de cette observation simple et somme toute assez banale, nous allons pouvoir en tirer des conséquences assez profondes sur le marché de l'or et là où il se dirige. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume. Comme d'habitude, cette vidéo s'accompagne d'un texte, d'une lettre que je vous suggère d'aller lire, d'aller consulter ou garder pour vos archives. C'est toujours plus facile de retourner voir une lettre qu'une vidéo. Je vous mets le lien en description de la vidéo et très probablement par là aussi. Et nous allons donc regarder aujourd'hui ce petit détail de marché qui en dit très long sur la nature et la réalité du marché de l'or. Donc, que se passe-t-il? C'est que l'or, à Londres, depuis un moment, presque depuis l'élection de Trump, un peu après, coûte une vingtaine de dollars de moins qu'à New York. Ça fait une différence de moins d'1%, hein, on parle de 20 dollars pour une once d'or, et pourtant, dans un marché libre et non truqué, cela ne devrait pas trop arriver. Les prix devraient se rééquilibrer naturellement par les mécanismes de marché. Et comble de l'absurde, le LBMA, la London Bullion Market Association, donc le régulateur anglais qui supervise le marché britannique, a déclaré être en discussion avec le COMEX, son homologue américain, pour régler le problème. Comme si le COMEX allait refuser l'or qu'on lui envoie, surtout que, encore une fois, le surplus de demande à Londres devrait simplement y faire monter les prix et rééquilibrer naturellement le marché. Sauf que cela ne se passe pas, hein. Bon, on va le dire tout de suite, c'est par manipulation. Sinon, si le marché était libre, ça ne se passerait pas comme ça. Et résultat des courses, eh bien, on fait la queue à la Banque d'Angleterre pour aller chercher son or. Alors qu'en fin d'année dernière, il suffisait de quelques heures pour accéder à son stock d'or, stocké encore une fois à la Banque d'Angleterre pour la LBMA. Eh bien, il faut désormais jusqu'à 2 mois pour mettre la main sur votre métal précieux. Et là, je ne parle pas de particuliers, mais je parle de professionnels qui ont des positions et qui ont besoin de pouvoir accéder à leur or rapidement. On a là quasiment un défaut, en tout cas ça fait peser un risque extrêmement important, et il y a surtout quelque chose qui cloche. Et ce qui cloche déjà, c'est les raisons qu'on donne, parce que officiellement, c'est la crainte des droits de douane sur l'or par Trump qui serait à l'origine de ce déséquilibre, plutôt de ce rééquilibrage, parce que les États-Unis ont interdit la détention d'or aux particuliers de 1933 à 1975. Et évidemment, ce genre de comportement, ça laisse des traces, et aujourd'hui encore, les coffres du LBMA à Londres sont pleins de l'or des Américains qui préfèrent avoir leur métal précieux stocké en dehors du territoire des États-Unis de peur de se le faire confisquer à nouveau. Mais en menaçant de taxer les importations d'or, Trump inciterait donc au retour du métal précieux sur son territoire, y compris par, semble-t-il, des comportements opportunistes de spéculateurs qui voudraient faire leur beurre sur la différence de prix entre Londres et New York. Ça, c'est ce qu'on lit dans la presse spécialisée. Mais sauf que la différence de prix ne vaut pas le coût de déplacer des tonnes d'or. On parle de 400 tonnes d'or qui ont été déplacées depuis le début de l'année. C'est monumental. On n'avait pas vu ça depuis des décennies. Mais on ne fait pas ça pour la différence de prix, parce que les frais bancaires, les frais d'assurance, les frais de transport, ainsi que l'incertitude sur les prix font plus qu'effacer la différence. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Puis il y a un autre problème, c'est que l'administration Trump n'a strictement rien dit d'une possible taxation des importations d'or. Et puis, de toute manière, ce serait d'une imbécilité sans nom. L'or est un actif stratégique et vous ne voulez surtout pas l'empêcher de rentrer chez vous, par exemple en le taxant. En revanche, un truc qui s'est passé et qui est passé assez largement inaperçu, en tout cas dans la presse grand public, c'est une petite déclaration de Scott Bessent. Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor, l'équivalent du ministre des Finances pour nous, qui, il y a déjà quelques semaines, a lâché une petite bombe où il a dit qu'il allait monétiser l'actif du bilan des États-Unis et qu'il allait le faire de manière, a priori, assez, j'allais dire dramatique, mais ça c'est un anglicisme, il allait le faire de manière importante. Bon. Alors évidemment, il faut encore qu'on se dise qu'est-ce que ça veut dire monétiser l'actif du bilan des États-Unis. C'est assez cryptique, à moins que vous soyez comptable. Et effectivement, généralement, les États ont la fâcheuse tendance à monétiser leurs passifs
en s'endettant. Vous vous endettez, vous monétisez, vous récupérez de la monnaie, et puis vous faites gonfler votre passif, toutes les dettes que vous devez à vos créanciers. Mais si vous avez besoin d'argent de frais, vous pouvez aussi monétiser votre actif, qui est une manière assez pompeuse de dire que vous allez vendre des choses, ou vous allez en tout cas les louer ou les prêter contre de l'argent, que ce soit, non pas les prêter, vous allez les louer ou les vendre, excusez-moi, que ce soit vos terrains, votre immobilier, vos participations dans des grandes sociétés, vous allez pouvoir passer des contrats à partir de ces actifs afin de générer des liquidités pour financer vos déficits abyssaux. Et j'insiste, vous pouvez soit les vendre, soit les louer. Et si on regarde un petit peu justement l'actif des États-Unis, on peut regarder, et le marigot financier qui a étudié ça depuis quelques semaines a assez rapidement évacué la possibilité pour le gouvernement d'aller jouer avec son immobilier, pour deux raisons. C'est-à-dire que la grande majorité des actifs immobiliers du gouvernement américain sont des terrains militaires qui sont des choses stratégiques, vous ne jouez pas tellement avec. Et puis, si vous commencez à les vendre ou à les louer, derrière, vos militaires, il faut bien qu'ils aillent se mettre ailleurs. Et ça a un coût qui n'est pas nécessairement inférieur à celui que vous avez récupéré. Donc, il n'y a pas grand-chose à aller chercher du côté immobilier. Vous avez bien des participations dans des géants de l'assurance comme Fannie Mae et Freddie Mac qui datent de la crise de 2008, mais là non plus. Il n'y a rien qui permette de penser que grâce à ça, on va pouvoir monétiser de manière un peu explosive votre bilan. Et du coup, assez naturellement, les regards se sont rapidement tournés vers un très très gros actif du bilan d'un État, les stocks d'or, en tout cas des grands États. Et puis, effectivement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose si je vous dis que l'État américain est le premier détenteur d'or monétaire au monde, d'or tout court au monde. L'État américain détient plus de 8000 tonnes d'or. Le gouvernement américain, détient plus de 8000 tonnes d'or. Vous savez, ce sont les fameuses réserves de Fort Knox. Bon, il n'y en a pas que à Fort Knox, mais il y en a un bout là-bas. Et donc, aujourd'hui, cet or, dans le bilan américain, est comptabilisé à 42 $ l'once, c'est-à-dire le prix de 1973 à peu près, alors que le marché est à plus de 2900 $. Et donc, si vous voulez monétiser votre actif, eh bien, Donald Trump pourrait, d'un trait de plume, presque instantanément, revaloriser comptablement l'or des États-Unis à sa valeur de marché et immédiatement gonfler son bilan de 800 milliards de dollars. Et ça, 800 milliards de dollars, c'est au cours actuel. Cette nouvelle valorisation permettrait donc de générer autant de liquidités par ce qu'on appelle des contrats repos ou repurchase agreement, c'est-à-dire que vous vendez votre or avec l'engagement de le racheter le lendemain. Et donc, vous êtes d'une certaine manière, vous restez détenteur de votre or, mais vous le monétisez. Vous pouvez en tirer un flux continu de 800 milliards de dollars que vous pouvez utiliser pour faire d'autres choses après. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien se rendre compte que 800 milliards de dollars ne représentent jamais que 2 mois de fonctionnement du gouvernement américain. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est une somme monumentale, mais par rapport aux besoins américains, ça ne va pas changer la face du monde. Mais ça, c'est au cours actuel de l'or. Ça pourrait baisser, mais ça pourrait aussi augmenter considérablement si l'or venait à s'envoler. Et si l'or venait à s'envoler, il pourrait en être tout autrement, et cet actif pourrait valoir quelque chose de bien supérieur. Et ça, évidemment, il n'y a pas 15 000 manières de faire s'envoler le cours de l'or qui est déjà aujourd'hui à son plus haut historique. Il faut revenir à une forme d'étalon or. Si l'or redevient la monnaie de base, alors on va se rendre compte que le plus haut historique auquel il est maintenant, c'est à peu près rien du tout par rapport à sa valeur réelle. Et ça, le fait que Donald Trump ait été élu, ça change un peu la donne parce que lors de son premier mandat, Trump avait envoyé déjà des signaux favorables à l'or. Il avait nommé notamment à la Fed, donc à la Réserve fédérale, la Banque nationale américaine,
Judy Shelton au poste d'économiste de la Fed, qui est ce qu'on appelle une gold bug dans le secteur. Elle est très favorable alors, elle est très favorable à un retour à l'étalon or. Il avait aussi favorisé, il avait encouragé certains États qui, depuis la grande crise financière de 2008, se mettent à redonner à l'or un cours légal. Alors ça a l'air comme ça, de dire, bon, je vais redonner un cours légal à l'or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement que vous ne taxez pas les bénéfices sur l'or. Donc c'est une manière d'attirer l'or sur votre territoire, ce qui, pour un État, est une manière, si vous voulez, de faire venir l'or, parce que vous imaginez qu'il va y avoir un retour à l'étalon or. Donc on a, chez Trump, on le sait, une propension à... il y a un intérêt pour l'étalon or. Alors évidemment, je vous raconte ça comme ça, mais à première vue, je sais bien, pour un économiste sérieux, vouloir revenir à l'étalon or, ça a l'air moyenâgeux, pour ne pas dire pire. Et ça, il faut un peu dépasser ça, parce que de la même manière qu'en 1971, quand Nixon a supprimé d'un même trait de plume la convertibilité or du dollar, les économistes de l'époque vous auraient dit le truc probablement impossible 2 mois avant. Donc là, on pourrait tout à fait avoir le mouvement inverse, totalement imprévu par les gens sérieux, parce que, ben oui, c'est sûr que ça pose un nombre de problèmes hallucinants, mais il faut regarder un petit peu le tableau plus large. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Ben déjà, il faut regarder la Chine, évidemment. Nous savons que la Chine accumule le plus d'or possible depuis la crise de 2008. Alors, c'est très compliqué d'estimer les réserves chinoises, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ne mettent pas à jour leurs réserves d'or. Donc ça. La deuxième raison, c'est que les Chinois ont un rapport à l'or un peu différent du nôtre, c'est-à-dire qu'ils estiment que tout l'or qui est détenu dans toutes les banques chinoises sont les leurs et du coup, en tout cas, peuvent servir de base font partie des réserves nationales. Hein, c'est un parti communiste, après tout, qui est au pouvoir, donc on met tout en commun. Donc vous n'avez pas uniquement l'or de la PBOC, donc de la Banque populaire de Chine, mais vous avez aussi l'or détenu par les banques privées. Et la dernière chose est que l'or des banques centrales circule sans aucune traçabilité. Vous avez des enquêtes absolument passionnantes sur la manière dont l'or arrive en Suisse. C'est la Suisse qui est le centre mondial du raffinage de l'or. Et donc, vous mettez la main sur tout l'or que vous pouvez, des vieux bijoux, des vieilles barres, tout ce que vous voulez, vous les envoyez en Suisse, vous les faites refondre selon un standard très précis et vous les renvoyez chez vous. Et vous avez des enquêtes où vous avez des avions qui décollent la nuit, plein d'or, qui repartent. Donc, on sait que la Chine... que la Chine a cette appétence pour l'or, et de manière générale, dans ce qu'annoncent, encore une fois, les banques centrales, mais elles ne sont pas obligées d'annoncer tout ce qu'elles font, les banques centrales des BRICS ont doublé leurs achats d'or depuis 2022. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les États-Unis ont encore une position dominante sur le marché de l'or, ils sont encore les premiers détenteurs d'or, celle-ci est menacée. D'ailleurs, il fut un temps où les Chinois étaient plus transparents sur ce qu'ils faisaient. Là, je pense à une déclaration du gouverneur de la PBOC, Zhu Guoxian, excusez-moi pour la prononciation, donc, qui était gouverneur entre 2002 et 2018, il n'est pas resté 6 mois, qui avait déclaré en 2009 qu'il était bien conscient que les États-Unis voulaient dissuader les stocks d'or par les autres banques centrales. Les États-Unis n'arrêtaient pas de dire que l'or, ça ne servait à rien, que ce n'était pas productif, que c'était vraiment la fameuse relique barbare dont parle Keynes, mais que c'était pour bien garder leur hégémonie sur le métal jaune, mais que eux, les Chinois, savaient bien qu'un État ou un groupe d'États, s'ils voulaient pouvoir imposer un système de paiement international, eh bien que s'adosser à l'or était la bonne chose et qu'il fallait
détenir peu ou prou 60% des stocks d'or monétaire. Je ne parle pas des bijoux et tout ça, je parle vraiment des lingots d'or qui sont dans les coffres des banques centrales. Il fallait en avoir 60% chez soi, ou chez soi et chez ses alliés, pour pouvoir imposer un système monétaire à soi. Et pour ça, il donnait comme exemple assez simple que c'était à peu près ce qu'avait le Royaume-Uni au XIXe siècle, et les États-Unis en avaient même davantage après 1945, quand ils ont imposé les talons de change or, le système de Bretton Woods après 1945. Sous-entendu énorme à l'époque, qui est que 19e siècle, le Royaume-Uni, 20e siècle, les États-Unis, 21e siècle, les cocos et Bibi, les Chinois. Ça, c'était ce que racontait en 2009 le gouverneur de la PBOC. Bien sûr, il n'a plus jamais rien dit. Je pense que quelqu'un lui a poliment dit qu'il fallait qu'il la ferme, parce que, évidemment, vous ne voulez absolument pas que si jamais vous voulez vraiment mettre la main sur 60% du stock d'or monétaire dans le monde, il ne faut pas trop le dire, parce que sinon, on va vous le vendre très très cher, vous allez faire exploser les cours de l'or, et ce qui va probablement vous empêcher de mettre à exécution votre plan. De manière assez simple, il ne faut pas dire si vous voulez le faire. C'est pas assez simple. Mais bon, donc on sait que la Chine travaille à ça de longue date. On sait, quand on regarde un peu l'activité des BRICS, qu'ils travaillent activement à un système d'échange libéré de la domination du dollar, et que le retour à un étalon or à leur faveur. Pas pour rien, je viens de vous dire qu'ils avaient doublé leurs achats d'or depuis 2022, depuis le retour de l'inflation. Ils en ont marre que les États-Unis militarisent le dollar, ils en ont marre de cette hégémonie, et ils savent très bien qu'ils ne vont pas la remplacer par un autre dollar d'un autre pays, mais ils veulent revenir à une forme d'étalon or. Et donc, on sait que dans cette course, vous avez le temps qui joue en faveur de la Chine. Parce que plus le temps passe, plus ils peuvent accumuler d'or physique à bon prix, et plus ils pourront en accumuler, plus vite ils pourront proposer un système autour de l'or. Et donc, je vous disais, on ne sait pas très bien combien d'or à la Chine. Officiellement, ils en ont 2200 tonnes. Ils en ont très probablement plus de 4000 tonnes, éventuellement plus de 5000. Mais encore une fois, c'est très très dur de savoir. Ils en ont peut-être plus, peut-être moins. En tout cas, le processus s'accélère. Il n'y a pas que la Chine, il y a aussi la Russie qui a beaucoup d'or. Et donc, en quelques années, désormais, on pourrait avoir une inversion de la domination de celui qui a le plus de stock sur le marché. Et ça veut dire que les Américains pourraient perdre cette domination, et s'ils ont envie de l'utiliser, d'en faire quelque chose, ils auraient intérêt à se dépêcher. J'y reviens. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que on a tendance à croire qu'un retour à l'étalon or jouerait nécessairement contre les États-Unis. Mais c'est un type de comportement qu'on observe chez les Américains, qui n'ont pas les scrupules que nous, vieilles puissances européennes, avons. Et on sait que les Américains sont capables d'un grand sacrifice, d'une grande violence, s'ils estiment que c'est nécessaire pour couper l'herbe sous le pied des Chinois et des BRICS derrière eux. Et ça, je pense, si vous voulez, à un très bon article, ça aussi je vous mettrai le lien en description, qui a été publié il y a quelques jours par Bruno Berthez, dont je vous recommande la lecture régulière, c'est vraiment excellent. Et donc il a écrit un très bon article dans lequel il a expliqué que l'or est une arme de destruction massive contre nos monnaies de papier, en particulier le dollar. Ce qu'il dit dans ce papier, c'est que c'est un problème bien connu. Je referai très probablement une vidéo, là je vous le dis juste en 1 minute. Le problème de l'or, c'est que vous mélangez dans un même prix 2 actifs qui sont radicalement différents. L'or physique d'un côté et l'or papier de l'autre. Pourquoi ils sont radicalement différents? L'or physique, ça coûte très cher à produire. L'or papier, c'est jamais qu'une ligne sur un bilan. L'or physique, c'est quelque chose d'inaltérable. L'or papier, vous pouvez encore une fois effacer cette même ligne aussi vite. Et que surtout, l'or papier, alors on peut s'entendre sur ce qu'est l'or papier, mais on va prendre une définition assez restrictive, c'est-à-dire tous les certificats, tous les papiers qu'un intermédiaire va vous donner en vous disant j'ai dans mes coffres de l'or qui vous est réservé. C'est-à-dire on n'est pas en train de parler d'un ETF qui suit les prix ou quelque chose d'un produit dérivé ou d'un truc exotique, non.
d'un intermédiaire qui vous dit « j'ai pour vous de l'or, je l'ai, voilà, j'ai un gros stock d'or, j'ai 1 tonne d'or dans mes coffres, et bien sur cette tonne-là, je vous ai mis 3 onces, ces 3 onces-là, elles sont pour vous, elles sont à vous, et vous ne pouvez pas forcément y toucher, vous ne pouvez pas forcément, mais je vous certifie, on appelle ça des certificats, que vous êtes possesseur d'or physique et que c'est moi qui le garde pour vous. » Eh bien, cet or-là, il y en a 300 fois plus que d'or physique. Donc forcément, il y a un truc qui ne va pas. Et donc forcément, vous avez 2 actifs qui n'ont rien à voir, et que eh bien, c'est uniquement parce que le marché de l'or est constamment manipulé à la baisse, notamment avec cet or papier, où on imprime de l'or papier pour pousser les coûts à la baisse, que vous arrivez à avoir des coûts de l'or qui sont relativement bas, pas par rapport à la moyenne historique, parce qu'encore une fois, on est à des tarifs aujourd'hui qui sont monumentaux, mais à la valeur qu'aurait l'or si jamais il n'était pas mélangé avec du papier, si jamais on ne cotait que l'or physique. En fait, ce que dit Berthez très simplement, très bien, c'est que si vous redonnez à l'or physique sa vraie valeur, si vous le détachez de l'or papier, eh bien, ce n'est pas uniquement l'or papier qui s'effondre et qui ne vaut plus rien, c'est tout le papier, c'est les dollars, c'est les euros, c'est les yens, c'est les livres, c'est tout ce que vous voulez. Et ça, ce qu'analyse Berthez, c'est que ces temps-ci, il suffirait bien évidemment d'un acteur avec une grosse puissance de frappe, hein, donc une banque centrale. Il suffirait qu'une banque centrale poste d'énormes positions de vente à découvert sur de l'or papier pour pouvoir faire sauter le lien entre or physique et or papier. On pourrait découpler ce lien et faire exploser le système financier. Et Berthez l'analyse notamment à partir des taux de location. On va louer l'or, ça fait partie du système financier, qui ont explosé à cause du problème actuel à Londres, où on n'arrive plus à prendre livraison de son or physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des intermédiaires financiers qui ont besoin de mettre la main sur de l'or physique, d'une manière ou d'une autre, même momentanément, c'est pour ça que je parle de location, pour pouvoir régler leur position, eh bien, ça coûte de plus en plus cher. Et le risque, si ça coûte trop cher trop longtemps, c'est que ces gens fassent faillite. S'ils font faillite, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas l'or qu'ils vous ont promis qu'ils avaient pour vous. Et là, vous pouvez avoir le château de cartes qui s'effondre très très vite. Donc voilà un peu ce qu'a dit Berthez, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système suffisamment fragile pour qu'un gros acteur institutionnel très déterminé puisse faire tout péter. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment est fait un peu peur. Mais quand on y réfléchit bien, évidemment, on pourrait dire la Chine pourrait vouloir faire ça, la Russie pourrait vouloir faire ça, mais peut-être que les États-Unis, la Réserve fédérale elle-même, pourrait, et derrière elle, les grandes banques américaines, hein, la Fed, c'est le regroupement des plus grandes banques américaines, peut-être que ces banques-là voudraient faire sauter la bombe elles-mêmes de manière contrôlée parce qu'elles savent qu'elles sont condamnées autrement. Alors évidemment, ce serait une déflagration immense et la crise qui s'en suivrait serait terrible. Hein, qu'on soit bien clair, si vous faites un truc comme ça, le système bancaire n'y survit pas. Ou plutôt, vous devez entièrement refonder votre système bancaire et l'immense majorité de nos riches banquiers, de tous les gens qui ont de l'argent dans des banques, se retrouveraient ruinés sur la paille. Vous allez effacer de manière extrêmement brutale des milliers de milliards d'euros, de dollars, de ce que vous voulez de richesse. Ça vous concerne, hein, je dis ça comme ça. Vous avez des banques qui vont faire faillite, on parle d'une crise qui vous fait passer la crise de 2008 pour une promenade de santé. Mais, vous pouvez dire, il vaut quand même mieux s'amputer d'une jambe malade soi-même plutôt que de laisser son adversaire plonger son couteau dans la plaie ouverte. Et encore une fois, on sait que ces comportements font partie de la psychologie américaine. En écrivant cette lettre, j'ai pensé au film Margin Call, que je vous recommande de voir, c'est un très bon film. Margin Call, c'est exact, toute l'histoire de Margin Call, c'est ça. C'est comment une banque va se couper une jambe pour éviter de mourir. Alors, c'est assez romancé, c'est pas le film le plus réaliste sur le système financier que j'ai jamais vu, mais le film est bon. Et en tout cas, il est psychologiquement juste.
Alors évidemment, vous pourriez me dire que vu le niveau de pourriture du système financier actuel, on pourrait se demander si un retour à une forme d'étalon or, c'est pas tellement se couper la jambe, mais plutôt carrément se couper la tête. Ça, on n'en revient pas. Et là, il faut bien voir qu'il n'existe pas une seule forme d'étalon or. Il y en a d'innombrables. Évidemment, dans notre époque, cet étalon or serait très probablement adossé à une blockchain. Mais laquelle? Avec quel fonctionnement? Avec quelles règles? La convertibilité des monnaies en or pourrait être directe ou indirecte. Dans ces cas-là, on parle d'étalons de change or. Il est probable d'ailleurs que les particuliers ne pourraient jamais changer leur billet. Vous ne pouvez pas aller avec votre billet de 50 € aller chercher un petit peu d'or. Certainement pas, mais les grandes entreprises, peut-être, les banques, oui, non, ou seuls les États, comme à l'époque du système de Bretton Woods. Ou est-ce que seuls les États, ou est-ce que toutes les monnaies peuvent être convertibles en or, ou est-ce que vous avez seulement une monnaie? Pareil, à Bretton Woods, il n'y avait que le dollar qui était convertible en or. Vous avez plein de manières d'envisager un étalon or. Il n'y a pas juste l'étalon or. Vous avez énormément de réalités différentes derrière. Et d'ailleurs, on a généralement la mauvaise habitude de penser que le retour à un étalon or s'accompagnerait nécessairement d'une forme d'orthodoxie monétaire qui tuerait le système américain. C'est pas certain du tout. Et c'est d'autant moins certain que le système de Bretton Woods, donc l'étalon de change or dans lequel nous avons vécu de 1945 à 1971, n'était pas du tout comme ça. Les Américains en ont abusé à l'époque déjà du système de Bretton Woods. L'Amérique de Trump aujourd'hui pourrait tout à fait tenter un retour à l'étalon or afin de monétiser outrageusement leurs réserves actuelles et prolonger la domination monétaire du dollar et son privilège exorbitant à nos dépens, évidemment. Parce que ce qui est crucial, si vous voulez contrôler un système monétaire adossé à l'or, c'est que vous avez besoin de contrôler les stocks et vous avez besoin de contrôler le temps. Vous avez besoin d'être le maître du temps au moment où vous faites cette transition. Si vous n'avez pas les stocks ou si vous n'êtes pas maître du temps, vous êtes foutu. Ça, vous pouvez faire le calcul rapidement. Aujourd'hui, il y a environ 35 000 tonnes d'or monétaire dans le monde. Ces 35 000 tonnes d'or, bien les États-Unis en détiennent déjà plus de 8 000. Nous, la vieille Europe, on en a près de 12 000 quand même. C'est sûr, quand on regarde tout seul, on en a un peu moins, mais entre l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, tous ensemble, on finit par en avoir quand même 12 000. On pourrait sans doute compter sur les 2 000 et quelques tonnes du FMI. Et vous rajoutez à ça les autres alliés, le Japon, alors ce n'est pas des énormes détenteurs d'or, mais vous pouvez arriver à 23 000 tonnes d'or si vous prenez le Grand Occident. Et cela nous place encore en position dominante, mais encore une fois, plus pour très longtemps à la vitesse à laquelle les Chinois et les BRICS accumulent de l'or. Parce que, encore une fois, je vous dis, les BRICS ont doublé leur achat d'or depuis 2022. Et puis, c'est pas tout. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous dire, l'or du FMI, l'or de l'Europe, l'or... il faut aussi encore que les Américains s'assurent de la participation de leurs alliés à un nouveau système. Et vous avez peut-être vu récemment qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre l'Europe et les États-Unis, et qu'en tout cas, si vous voulez, il n'est pas évident que la participation des alliés des États-Unis soit acquise à tout jamais, surtout comme on est rudoyé, et particulièrement récemment. Je ne dis pas qu'on ne le mérite pas, mais encore une fois, le temps joue contre les États-Unis. Et on peut tout à fait spéculer, je dis bien spéculer, et imaginer que cette distorsion sur le marché de l'or, qui dure, c'est pas parce que, évidemment, vous avez un échange, des cours qui diffèrent de 20 $ pendant 3 jours. Non, là, ça fait plusieurs mois que ça dure. Et donc on pourrait imaginer que ce problème qu'on observe sur le marché de l'or, que de la même manière que les BRICS se sont lancés dans la course au lingot, l'Occident de Trump pourrait être en train de faire la même chose. Les grandes banques pourraient être en train de mobiliser leurs troupes, mobiliser leurs réserves et les faire converger vers le centre américain afin de mieux préparer une déflagration qui serait certes sanglante, mais bien moins que si la bombe devait venir plus tard et plus fort de l'autre côté du Pacifique.
c'est très important ce que je vous dis là, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des gens qui vont être sacrifiés, et que dans ce sujet-là, eh bien, vous avez une petite minorité qui est en train de se mettre à l'abri aux dépens de tous les autres. C'est ça. Si c'est bien ça qui se passe. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que on est aujourd'hui dans une guerre qui est aussi monétaire, et cette guerre monétaire est éventuellement en train de devenir une guerre de mouvement. Ce qui était quelque chose de très larvé, d'extrêmement policé, eh bien, est en train de s'exacerber aujourd'hui. Alors, je viens de vous dire que ce que je faisais là, en vous disant que peut-être le mouvement qu'on voit aujourd'hui serait un signe avant-coureur d'une grosse bombe que Trump serait capable de faire exploser d'ici la fin de son mandat, avec un retour d'une manière ou d'une autre à une forme d'état noir, c'est de la spéculation. C'est un pari sur l'avenir. Et bien évidemment, je serais fou de vous dire que j'étais certain que ça allait arriver, ou même qu'il y avait plus d'une chance sur deux que ça arrive. Évidemment non. Vous ne pouvez pas imaginer que de tels événements sont acquis, parce que ne serait-ce que Trump, ne serait-ce que Bessène, ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont faire cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. On est sur quelque chose de hautement spéculatif. C'est tout sauf certain. Je quand même qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais cet exercice de prospective a au moins le mérite de vous montrer un chemin, et un chemin auquel on ne pense pas généralement, par lequel l'or pourrait retrouver un rôle, pas un rôle, son rôle millénaire de monnaie étalon, et en l'occurrence un chemin relativement rapide et particulièrement brutal pour nous, petits Européens sans tête. Donc vous avez au moins ce moyen de dire, bah oui, ces choses-là peuvent arriver. Et ce n'est pas parce qu'elles sont peu probables, elles ne peuvent pas arriver, et surtout, si on attend et si on se prolonge, là pour le coup, vous me dites, est-ce que dans les 30 ou 50 prochaines années, on va voir un retour de l'étalon or? Je pense qu'il y a une très forte probabilité. En revanche, est-ce que ça va arriver sous l'ère de Trump? Est-ce que ça va être les Américains qui vont tirer les premiers? Non, là c'est de la spéculation. Mais c'est possible. Ça a aussi le mérite de vous montrer que les records qu'on a battus sur les cours de l'or ces dernières semaines sont en fait très modestes comparés au cours de l'or en cas d'effondrement monétaire ou de retour de l'or à un statut d'étalon, ou tout simplement en cas de divergence fondamentale entre l'or papier et l'or physique. Ce qui sont des choses qui arrivent, j'allais dire, de plus en plus souvent. C'est-à-dire que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2020, au début du Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en France, mais pas que en France, mais bon, on va prendre l'exemple français, vous ne pouviez plus acheter d'or physique pendant, ça a duré, il me semble, 3-4 mois, au printemps 2020, vous ne pouviez plus acheter d'or physique en France. C'est un truc qui ne s'était pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, à nouveau, cette fois, c'est à Londres que ça se passe, vous ne pouvez pas aller prendre possession de votre or physique. Ces choses-là sont nouvelles. Il y a des choses qui se passent. On a toujours l'impression de croire que tout a toujours été... Non! Le système dans lequel on vit aujourd'hui, le système monétaire, ne date jamais que de 1971. C'est quelque chose de relativement récent et qui peut s'effondrer relativement rapidement. C'est même quasiment miraculeux que ça ait tenu aussi longtemps. Et c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que cette prospective, ça a aussi le mérite de vous montrer que ce genre d'événements séculaires, qui arrivent peut-être 1 fois par siècle ou 2 fois par siècle, sont peut-être pas aussi lointains qu'on le croit, ni si proches non plus. Je veux dire, ces choses qui arrivent rarement finissent quand même par arriver. Et enfin, et c'est là le plus important, le petit exercice de prospective a le mérite de vous montrer l'intérêt de détenir de l'or physique. Alors, moi, j'ai écrit en 2018... J'ai écrit en 2019 un papier que j'ai beaucoup relayé depuis, qui était en 2018, la décennie de l'or a commencé. Donc si vous avez suivi mes conseils et que vous avez commencé à acheter de l'or en 2018, pardon, 2019, excusez-moi, vous avez été très 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 bien servi. Parce que vous avez aujourd'hui, l'or a surperformé les bourses, alors en particulier les bourses européennes. Et donc vous êtes très bien, vous savez que l'intérêt de détenir de l'or. Mais encore aujourd'hui, alors que vous dites, tiens, l'or est à son plus haut historique, il va retomber, la situation est
tellement chaude en ce moment sur l'or. Encore une fois, on n'arrive pas à livrer l'or à Londres. Londres qui est le centre mondial du marché de l'or physique. Quand vous arrêtez de livrer votre or, vous avez un très très gros problème. Ça mérite de regarder. Et donc cet exercice, c'est de vous dire, je vous recommande très fortement de détenir un peu d'or physique, et pas uniquement en espérant avoir un bon rendement en 1, 2, 3, 4 ans, mais comme assurance contre un effondrement monétaire qui, encore une fois, n'est pas certain. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas certain d'avoir un accident de voiture que vous n'assurez pas votre voiture. Aujourd'hui, c'est folie de ne pas assurer son patrimoine avec un peu d'or physique. Voilà, c'est vraiment... Donc, si vous ne savez pas comment faire, j'ai rédigé un guide que j'appelle « L'or simple et sûr ». Ça aussi, je vous mets des liens en description et là-haut. Hein, il suffit, je vous mets les liens pour le télécharger. C'est gratuit, évidemment. C'est pas très compliqué. Hein. Là, je ne vous parle pas d'aller faire des investissements de haute volée, simplement de bien choisir, de bien stocker et de bien choisir le type d'or, pardon, le stockage et l'intermédiaire pour pouvoir vous procurer cet or physique. Donc voilà, ce petit guide, vous pouvez vous le procurer, je vous dis, ci-dessous ou par là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous invite bien évidemment à la partager, à mettre des pouces, à mettre des commentaires, à poser vos questions en commentaire de cette vidéo, à lire encore une fois l'analyse ci-dessous, parce que je suis bien conscient que cette vidéo est longue et qu'elle est dure. Et qu'en plus, la spéculation, la prospective, l'exercice de prospection fait est un exercice qui n'a rien d'évident, donc ça vaut le coup de le remâcher un peu et d'y réfléchir un peu, mais ça vaut le coup de regarder le monde un petit peu un peu différemment une fois de temps en temps, et de voir des possibilités. Encore une fois, je pense en 1970, personne n'imaginait que l'étalon de change or s'effondrerait l'année suivante. Bon, peut-être qu'en 2025, personne n'imagine qu'on y revient en 2026 ou en 2030, je ne sais pas. Ce n'est pas un investissement, c'est une assurance. Vous ne roulez pas avec une voiture qui est assurée, vous ne roulez pas votre patrimoine sans l'assurer non plus. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à votre bonne fortune.